J'étais sur Paris, je prenais de l'héroïne blanche, pas de la marron là. Et je suis tombé sur, sur un produit qui n'était pas coupé. Ouais, donc je suis terminé par terre, quoi. On était une vingtaine à être à l'hôpital ce jour-là, quoi. Ouais. Je suis resté 4 jours branché à l'hôpital, pas mal. Ça m'a calmé un peu, quand même. Au même endroit, pareil, mais là c'était moi qui avais fait un petit peu trop de mélange. J'avais pris la méta, le Skénan, et j'ai refait un shoot d'héroïne derrière, et bing, ça l'a pas fait non plus. Dernière chose que je me rappelle, c'est d'avoir dit, la première, j'étais avec ma femme, de lui dire je sens rien, je comprends pas, je sens pas la carte, mais boum, je suis tombé. La deuxième fois, j'ai senti venir. J'ai eu le temps d'arrêter quelqu'un dans la rue parce que j'étais tout seul. J'ai arrêté quelqu'un, j'avais mon chien qui était en bandoulière, j'ai dit appelez les pompiers, je suis en train de faire une overdose. Donc, mais c'est encore une fois où j'ai frôlé la mort de pas loin, quoi. J'étais sur Paris, je prenais de l'héroïne blanche, pas de la marron là. 663. Contrairement à Pierre, que l'on vient d'entendre et qui a eu de la chance, en France, en 2020, 663 personnes sont décédées par overdose. Il s'agit là d'un chiffre officiel, car dans la réalité, nous ne le connaissons pas et nous ne le connaîtrons jamais. La drogue tue silencieusement, et c'est l'OFDT, l'Observatoire français des drogues, qui le dit. Certains certificats de décès peuvent ne pas mentionner la présence de stupéfiants, volontairement ou involontairement, si l'utilisation n'est pas connue. Certains décès par surdose peuvent également être classés en cause inconnue ou mal connue. Lors de cette enquête, un travailleur social m'a confié avoir retrouvé le corps d'un homme mort dans un squat très fréquenté par les usagers de drogue. Plus tard, m'a-t-il dit, j'ai appelé l'hôpital pour connaître la cause du décès. On m'a répondu qu'on ne le savait pas, car il n'y avait pas eu d'autopsie, cela coûte cher et personne ne l'a demandé. La drogue tue silencieusement et parfois dans l'indifférence. Quand ce n'est pas une overdose, cela peut être un accident sous l'effet du produit, une maladie infectieuse transmise lors d'une piqûre hasardeuse ou encore un suicide. Être toxicomane, qu'on le veuille ou non, c'est côtoyer la mort régulièrement, surtout lorsqu'on est précaire, sans filet de protection et en dehors de tout radar. Pourtant, il existe plusieurs dispositifs pour réduire les risques liés à la consommation de drogue. La salle de shoot, ou salle de consommation à moindre risque, ou encore halte soins addiction en fait partie. Il en existe dans plusieurs pays, comme en Suisse, dès 1986, au Luxembourg ou encore au Canada. En France, on dispose de 2 salles de shoot, une à Paris et une à Strasbourg. Sur place, l'usager accède d'abord à un espace d'accueil. Là, si c'est la première fois qu'il vient, il doit répondre à un questionnaire. Est-il bien majeur? Consommateur régulier? Quels produits consomme-t-il? Chaque usager vient sur place avec son propre produit qu'il ne peut ni vendre, ni acheter, ni échanger. Il accède ensuite à l'espace de consommation qui pourra être séparé en 3 parties distinctes. Une partie pour l'injection, une partie pour l'inhalation, comme pour les drogues en poudre par exemple, ou encore parfois un fumoir pour le crack par exemple. Il pourra, s'il le demande, bénéficier de matériel, comme des seringues, des compresses, du gel hydroalcoolique. L'équipe qui gère la salle, elle, est composée de médiateurs, de travailleurs sociaux, d'agents de sécurité, mais aussi parfois de médecins, d'infirmières, d'infirmiers. Une fois la prise de drogue effectuée, la sortie n'est pas indiquée tout de suite, et l'usager pourra bénéficier d'un espace de repos le temps qu'il faudra. À Marseille, cela fait des années que l'on parle d'ouvrir une salle de consommation à moindre risque. En 2019, le projet a même failli aboutir avant de tomber à l'eau. C'était sous la mandature de Jean-Claude Gaudin à l'approche des élections municipales. La majorité actuelle, elle, a carrément inscrit dans ses promesses de campagne l'ouverture d'une salle de consommation à moindre risque. Mais depuis, silence radio. Où en est le projet? Marseille verra-t-elle un jour une salle de consommation ouvrir ses portes? Ou les pouvoirs publics vont-ils, une fois de plus, faire marche arrière? En attendant, les premiers concernés, les plus précaires, continuent de consommer dans la rue.
de prendre des risques et de faire dans la débrouille. C'est le cas de Sophie Merville, Sonia Kada et Lola Perrault. Toutes les trois sont consommatrices régulières de drogue, certaines dans leur passé. Elles ont accepté ce soir de témoigner et on les accueille chaleureusement sur scène. Bonsoir à toutes les trois. Merci d'être là ce soir et d'avoir accepté de témoigner, même si je sais que ce n'est pas toujours facile. Avant de commencer, je vais vous présenter toutes les trois et vous m'arrêtez si je me trompe, ok ? Alors, Sophie Merville, vous avez 37 ans, originaire de Limoges. Vous êtes à Marseille depuis un peu plus de 2 ans et vous vivez en centre d'hébergement et vous êtes maman de 2 enfants. C'est ça. Sonia Kada, vous venez de la banlieue parisienne, du 93. Vous avez 52 ans, vous êtes à Marseille depuis plus de 20 ans et vous aussi, vous vivez actuellement dans un foyer. Et enfin, Lola Perrault, alors vous êtes ce qu'on appelle une travailleuse pair. Vous allez nous expliquer ce que c'est après un peu plus en détail. Vous travaillez pour l'association Nouvelle Aube. C'est une association dite d'autosupport. Il en faut. Alors, donc, une nation d'autosupport, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est. Donc, peut-être que Lola Perre, pour commencer, vous pouvez nous expliquer quel est le but de cette association. Il a allumé. Donc, Lola Perrault, pardon, excusez-moi. Donc, une association d'autosupport, c'est une association où les salariés sont des personnes concernées par l'objet de l'association. Donc, nous, c'est pas essentiellement l'usage de drogue, c'est aussi la vie en squat, le fait d'être précaire, le fait d'avoir des maladies chroniques, le fait d'avoir des pratiques à risque qui peuvent être aussi le travail du sexe, évidemment tous les modes de consommation différents de drogue. Voilà, on a un champ assez vaste d'intervention et beaucoup de projets. D'accord, donc une association, en tout cas en ce qui concerne la drogue, faite par les usagers, pour les usagers. Voilà, ou des ex-usagers, mais en tout cas des personnes qui ont connu dans leur expérience de vie, soit la vie en squat, soit la vie dehors, soit l'usage de drogue, voilà. Qui savent de quoi on parle. Voilà, qui n'ont pas forcément de diplôme. Moi, du coup, je suis infirmière maintenant, mais je le suis depuis 2017. Et j'ai commencé comme travailleuse pair non diplômée. Et donc, voilà, il y a Vous avez eu ensuite votre diplôme. Voilà. Et on peut travailler à Nouvelle Aube sans être diplômé. C'est le diplôme du terrain. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous demander à toutes les trois si vous acceptez de nous raconter la première fois que vous avez pris de la drogue. C'était quand ? Dans quel contexte ? Et comment ça a influencé votre vie après ? Peut-être que Sophie, si vous voulez commencer. Moi, perso, c'était dans le cocon familial. Voilà. J'ai commencé dans le cocon familial très très tôt. Et après, l'influence que ça a eu, je ne sais pas comment l'expliquer, mais... Vous me disiez que ça a beaucoup influencé sur vos fréquentations. Oui, voilà, oui, évidemment. Donc vous avez commencé à prendre de la drogue, vous me racontiez quand on s'est rencontrés avec votre maman et puis avec votre tante aussi. Oui, après toute la famille, c'est bien ce que je dis, cocon familial. Et après, même en sortant de la famille. Oui, forcément, on est ce qu'on attire en fait. Enfin, je sais pas comment on dit, mais j'ai compris, je crois. Oui. Mais on est ce qu'on attire. Vous, Sonia ? Oui. La première fois que vous avez pris de la drogue, c'était quand ? Dans quel contexte ? C'était une connaissance, une soirée. Ça a été très vite, quoi. Et, c'était, je crois, avec des collègues de boulot, c'est ça ? Ouais. Je travaillais sur le marché et il y a une soirée qui se passe. Voilà. Puis bon, voilà, la première fois... C'était de l'héroïne, c'est ça ? Ouais, l'héroïne et la cocaïne. Voilà.
Et ça va vite, quoi. Une prise, 2 prises, 3 prises, et, après on est mort. Donc voilà, quoi. Quand vous dites après on est mort, c'est-à-dire comment ça... Non, c'est-à-dire, c'est où on prend, bon, voilà. Moi, je travaillais, et, le moment quand je l'ai eu, à ce moment-là... ouais, très rapidement, vous me disiez une semaine ouais, après, une enfin, au semaine début après, c'était que ouais, les ouais. week-ends. C'est comme c'était, à l'époque, c'était le brown sugar, c'était vraiment un accrochage dans le corps de malade, quoi. Et voilà, quoi, au bout de 3 fois, voilà, ça y est. 3 week-ends Ouais, 3 d'affilée, week-ends et après d'affilée, c'était voilà. beaucoup plus régulier. Voilà. Il fallait la dose. Et vous, Lola? Alors ça dépend ce qu'on appelle drogue, vu que l'alcool est une drogue. J'ai commencé à boire les fonds de verre à l'an 2000, donc j'étais très jeune. Je suis née en 87. Ensuite, j'ai commencé à fumer des joints vers 14 ans. J'ai continué au cours du lycée. Ensuite, j'ai commencé à aller en free party, techno. Donc, j'ai commencé à consommer des drogues comme la MDMA, les ecstasy, le speed. Après, si on parle d'injection, j'ai fait ma première injection autour de mes 18 ans avec une copine à qui j'ai demandé de rester à côté de moi parce qu'elle s'injectait plus. Mais en fait, j'étais déjà dans une association de réduction des risques. J'étais déjà bénévole depuis mes 17 ans dans une association de réduction des risques festive à Lyon. Moi, je viens de Lyon, qui s'appelle Keep Smiling. Et ensuite, donc j'avais déjà commencé à prendre de l'héroïne parce que je le voulais, en fait. J'avais demandé, et pareil, quand j'ai commencé à prendre en trace, très très vite, ça m'a accroché très vite. Je suis aussi quelqu'un qui accroche très vite, mais je le savais, j'avais conscience que j'allais être dépendante et ça ne me dérangeait pas. Voilà. Et même question, du coup, comment ça a influencé votre vie après? Bah, il y a eu plein d'années géniales. On dit souvent la lune de miel, mais quand on a plein de veines et qu'on s'injecte très facilement, et ben, du coup, j'ai voyagé, j'ai fait beaucoup de teuf, j'ai fait plein de trucs. Voilà, j'ai rencontré plein de gens, fait plein d'expériences. Et puis après, au bout d'un moment, j'ai eu plus de mal à trouver mes veines, donc j'ai commencé à galérer et à avoir des conséquences, on va dire. Moi, je me suis prostituée pendant longtemps. Comme j'ai été très jeune dehors, j'ai dû m'assumer très jeune. Et ben, ça a eu des conséquences financières, on va dire. Je devais faire beaucoup d'argent pour ça, surtout que j'entretenais souvent des personnes autour de moi. Et puis des conséquences sur mon réseau veineux, du coup, qui faisait que j'avais plus de veines pour m'injecter. Et ensuite, j'ai voulu faire autre chose de ma vie et j'ai quand même eu du mal pendant un moment à rebondir. Alors, vous le disiez, vous avez vécu dans la rue. Sophie, Sonia, vous aussi. Parking. Alors, en tout cas, sans toit à vous, au-dessus de votre tête. Quand on est consommatrice de drogue et qu'on vit dans la rue, comment on s'organise? Comment se déroulent les journées? C'est tout un plan, tout un travail. Est-ce que vous pouvez nous le décrire, ce plan? C'est déjà aller chercher son matériel. Le matériel, donc, qui n'est pas forcément à disposition. Mais non, heureusement qu'il y a des carudes, le Tipeee, tout ça. Donc des carudes, ce sont des centres qui accompagnent et qui aident les usagers de drogue. Ah, tout à fait. Et après, trouver un endroit pour le faire. Alors, ça peut être quoi, ces endroits? Oui, je me suis déjà shooté dans un parking, là où c'est dégueulasse, dans des chiottes. Pourquoi les chiottes? Moi, j'ai chiottes. Après,
moi, pour faire bouger les choses, je laissais exprès mes insulines devant les portes pour que les gens qui prennent conscience que voilà, on veut la salle de shoot. Oui, vous me disiez que vous êtes déjà piqué à l'extérieur, aux yeux de tout le monde, par acte militant, en fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Pourquoi à Paris ça marche et ici ça ne marche pas? À Paris, il y a le crack, il y a le squenant, il y a toutes les drogues qui avancent. On va en parler tout à l'heure. Vous, Sonia, vous me disiez Sophie. que... Non, c'est moi, Sonia. Pardon, vous, Sophie, c'est le stress. Ouais, je vous connais, on s'est déjà vu. Je sais. Vous, Sophie, vous me disiez que vous trouviez des subterfuges pour arriver à consommer ou à vous injecter pas dans la rue, quoi. Bah oui, forcément. Moi, franchement, c'était pas une fierté, comme je vous l'ai déjà expliqué. Du coup, même quand tout le monde se shootait ensemble, je sais pas, j'allais en haut du parking, dans les chiottes, enfin, n'importe où, mais pour moi, c'était... Prétexier une envie pressante de faire pipi pour... Ouais, dans une toilette de bar, ouais, mais par sauf exemple. que quand tu as envie de faire pipi toutes les 30 secondes, c'est carrément pas crédible. C'est vrai que c'est pas crédible. Du coup, ouais. Ça, dans les toilettes d'hôpitaux aussi, vous me disiez. Ouais, oui. Oui, mais au bout d'un moment, ça va bien, il faut avoir un patient, mais c'est pareil, c'est le même topo, quoi. Du coup, ouais. Est-ce que quand on vit dans la rue et qu'on est consommatrice de drogue, on prend des risques? Et si oui, lesquels? Bah oui, on prend des risques, forcément. Selon où on trouve le lieu, que ce soit dans des chiottes ou n'importe où, il y a des gens qui sont quand même passés par là. Hein. Ils ont marché, on ne sait pas ce qu'ils ont fait, j'ai pas envie de savoir. Donc c'est pas forcément propre. Non. Et le risque, c'est quoi? Le risque, c'est quoi? Le risque, c'est de s'envoyer une poussière ou quoi, selon... En plus, souvent... Peut-être qu'il faut expliquer, shooter, s'envoyer une poussière, ça veut dire qu'il y a une... Non, mais le truc, c'est qu'en fait, à force de shooter, souvent, on a la flemme d'aller chercher du matériel neuf. Du coup, on va shooter dans le même truc, et c'est ça qui va pas. Ça peut faire des abcès, des nécroses. Ouais, carrément. Allez-y, prenez-le. Mais en fait, ça va carrément vite. Ça va très vite. Ouais. Lola, vous vouliez dire? Le fait de s'injecter dans des endroits, sales, de pas avoir de quoi nettoyer l'endroit, et peut-être ses mains aussi. Quand Sophie parle de poussière, c'est du coup des bactéries ou des champignons qu'on s'injecte si elles sont pas filtrées, si on utilise et même avec les filtres. Si on réutilise les mêmes seringues, il y a des champignons qui se développent à l'intérieur. On a tous souvent, au bout d'un moment, la flemme d'aller chercher un truc. Qui n'a pas réutilisé son matériel Et donc, ça peut faire des abcès, Exactement. Mais pour moi, le risque auquel je pense, c'est quand on est usagère de drogue, on a tout le temps du produit sur soi et donc on a tout le temps le risque de se faire arrêter pour usage. Et d'être en garde à vue. Et si on n'a pas de traitement de substitution et qu'on est dans l'héroïne, c'est-à-dire de se retrouver malade en garde à vue. Oui, ça c'est la question du tout répressif, effectivement. J'ai jamais eu ce problème. Hein. Ah, si, garde à vue. T'as vu, je sors du réseau, les flics, ils me contrôlent, je leur dis, les mecs, vous arrivez trop tard. Alors, vous arrivez trop tard. Oui, du coup, ils n'ont pas besoin de me fouiller. Ils disent, merci, mademoiselle. T'inquiète, je suis blindée déjà. Voilà, c'est encore les subterfuges. Ouais, il faut bien, non? J'ai une question qui concerne un petit peu ce qu'on appelle le tout répressif, ou en tout cas le regard des autres. Est-ce que vous le ressentez sur vous? Et est-ce pas que sur ça... le moment. Pas sur le moment. Non. Après, non, moi, le regard des autres, non, parce que si quelqu'un a envie de me poser une question, il vient me voir et puis voilà, moi je lui explique. Ok. Vous, Sonia? Moi, je m'en tape. Ouais, vous avez appris avec le temps à pas faire attention. Lola? Moi, on m'a souvent dit des phrases horribles comme ah, mais tu te shootes, on dirait pas. Ah, mais c'est dommage parce que t'es mignonne.
Ah oui, non, mais Donc en fait, si on est moche, on peut se shooter à mort jusqu'à en mourir. Sonia, vous avez vécu, oui, bien, ça fait partie du sujet aussi. Vous avez vécu à Paris, Oui. où il y a une salle de shoot. Est-ce que vous l'avez fréquentée? Je suis passé. Vous êtes déjà passé. Et qu'est-ce que ça change? Bah, je trouve que Marseille, je sais pas pourquoi, ils refusent qu'on nous ouvre une salle de shoot. Qu'est-ce que ça changerait pour vous aujourd'hui qu'il y ait une salle de shoot à Marseille? Déjà, il y aura moins de seringues par terre. Genre. Donc moins de seringues par terre. Moins de seringues par terre. Pour vous? Avoir un endroit où faire notre dînette, quoi. Et voilà, quoi. Je comprends pas pourquoi Marseille, il se bloque à nous ouvrir une salle de shoot. Ça prend pas des mètres carrés et des mètres carrés. Je comprends. À Paris, ça marche bien. À Paris, il y a le crack, il y a le scanner, il y a toutes les drogues que vous avez à Marseille. Je comprends pas pourquoi on refuse à Marseille de nous mettre cette salle qu'on demande depuis 20 ans, je crois. Ouais, quand je suis arrivé à 20 ans. Vous, Sophie, s'il y avait une salle de shoot à Marseille, vous la fréquenteriez? Bah évidemment. Et en plus, j'inviterais des gens. Et qu'est-ce que ça changerait par rapport à la situation actuelle? Qu'est-ce que ça changerait pour vous? Ceux qui sont de mauvaise foi, ils sont... Voilà, et il n'y a rien à faire. Mais après, il y a des gens, ils demandent que ça, en vrai. Pour vous, personnellement, qu'est-ce que ça changerait? Bah, déjà, il y a les soins, la discrétion, je sais pas... les choses complètement logiques qu'un être humain doit penser, l'hygiène. L'hygiène, rien que l'hygiène. C'est important, l'hygiène. Parce que c'est par là que tout passe. Après, voilà, des professionnels... Oui, Lola, vous disiez la dignité. Voilà, la dignité, cherchez le mot en plus. Ouais, la dignité, en fait, je veux dire, il y a plein de trucs. Ouais. Et il le faut, c'est obligé, ça. Je vois pas pourquoi c'est partout dans le monde et pas ici. En plus, dans le premier. C'est où c'est plus... J'ai une dernière question. J'ai une dernière question. Du coup, aujourd'hui, à Marseille, sur quoi vous pouvez compter? Les assos. Les assos. Nouvelle Hub. Nouvelle Hub. C'est le directeur Nouvelle Hub qui va l'ouvrir. Sur la question d'avant, que vous disiez qu'il y a des seringues, qu'on voit des seringues dans l'espace public, il y a même des grosses scènes de consommation dans l'espace public, qui se sont faites d'elles-mêmes, où les gens ont l'habitude de consommer en groupe, où il y a des tas et des tas de seringues, et où, du coup, comme c'est pas nettoyé forcément, les gens ont pris des enrouleurs de fils en bois, donc il y a des traces de sang dessus, les gens reconsomment, c'est des vecteurs de contamination pour l'hépatite C, par exemple. Et voilà, s'injecter dans les toilettes, s'injecter dans des parkings, on va pas dire que pour la dignité, c'est... Moi, je suis maman. Et franchement, il y a des choses intolérables. Merci à toutes les trois d'être venues sur scène, d'avoir témoigné, même si c'est pas toujours facile. Merci pour votre courage. Année 1970-1980. Marseille est une plaque tournante de l'héroïne. C'est l'époque de la French Connection, du nom de ces réseaux qui importent la drogue aux États-Unis, en passant par Marseille, voire la fabrique ici. Une dizaine d'années plus tard, l'héroïne est toujours très présente dans la ville et un virus apparaît. Ceux qui l'ont vécu ont les années SIDA gravées dans leur mémoire. L'épidémie touche principalement les homosexuels, les hémophiles, mais aussi les usagers de drogue, stigmatisés, invisibilisés. Dans les Bouches-du-Rhône, à cette époque-ci, on a une spécificité. C'est l'endroit en France où le VIH est le plus souvent attribué
à l'usage de drogue. Ici, un cas de séropositif sur 2 est usagé de drogue. Marseille, avec 1600 cas de VIH pour 1 million d'habitants, contre 600 en France, est qualifiée de ville sinistrée. En 1987, les morts s'accumulent en France et à Marseille. La ministre de la Santé de l'époque, Michel Barzac, autorise la vente libre de seringues. La réduction des risques n'est plus tabou et Marseille est proactive. On y voit circuler un bus d'échange de seringues mis en place par Médecins du Monde, mais aussi, première en France, des distributeurs de kits à injection sont installés dans toute la ville. Plus tard, viendront les programmes de substitution, avec notamment le bus méthadone. Aujourd'hui, le virus continue de circuler, même si le nombre de personnes contaminées n'a plus rien à voir avec ce qu'il a pu être. Quant à l'héroïne, elle a quasiment disparu de la ville. En tout cas, on ne trouve plus de point de vente. Mais la cocaïne, elle, coule à flot. Elle inonde les rues et toutes les strates de la société, des plus riches aux plus pauvres. Les plus accros, les plus précaires, eux, se l'injectent directement pour un effet plus intense et plus long, avec moins de produits qu'en la sniffant. À Marseille, les consommateurs de drogue les plus précaires consomment aussi beaucoup de médicaments, comme le tramadol, un opiacé. Ces médicaments ne sont pas faits pour être injectés, mais comme le dit Claire Duport, sociologue qui réalise tous les ans un rapport sur les tendances et les usages des drogues à Marseille, elle dit donc qu'un injecteur trouvera toujours le moyen de s'injecter. Ces derniers, selon elle, représentent une toute petite partie des consommateurs de drogue. Mais ce n'est pas pour cela que la situation n'est pas problématique. À Marseille, les personnes qui s'injectent dans la rue seraient entre 1000 et 1500. Cela représente plusieurs milliers de situations de danger par jour qui pourraient être évitées. Ce constat, Stéphane Akoka, le directeur de l'association ASUD Marseillais, association d'autosupport des usagers de drogue, l'a bien en tête. Si une salle de shoot venait à ouvrir, ça serait son association avec d'autres partenaires qui la géreraient. Il est présent ce soir et je l'invite à me rejoindre sur scène. Ouais. Bonsoir. Donc Stéphane Akoka, bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes donc travailleur social, directeur d'ASUD Marseillais. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous dire l'objet de votre association ? Donc, ASUD Marseillais, c'est une association qui a été créée en 1995. C'est un autosupport comme Nouvel Aube, un autosupport d'usagers de drogue créé par des usagers de drogue dont la majorité sont aujourd'hui décédés, puisque ces années-là ont été très dures pour les usagers de drogue. Donc cette association a été en lien avec Médecins du Monde, parce que les pouvoirs publics, quand ils ont décidé de distribuer des seringues, donc de faciliter la distribution de seringues, ils ne savaient pas du tout comment s'adresser. Ils avaient très peu de connaissances sur comment les usagers de drogue consommaient. Et du coup, ils se sont appuyés sur des consommateurs qui étaient des experts. Il faut rappeler, dans les années du sida, il n'y avait pas de traitement à l'époque par rapport au VIH, et ça a permis aussi aux usagers de prendre une place par rapport à la santé, par rapport aux soins, et par leur connaissance, ils ont pu vraiment être le chaînon manquant entre les pouvoirs publics et les usagers pour pouvoir faire passer les messages. Et aujourd'hui, quel est le but de votre association ? Donc voilà, notre association aujourd'hui, elle porte un CARUD, un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue. L'idée, donc, les missions, c'est de limiter les contaminations, aider les personnes au niveau de leurs droits sociaux, le droit à la santé, en tout cas de pouvoir accéder à un certain nombre de soins dont ils sont exclus de fait, parce que il y a des procédures, il faut avoir des papiers, il faut avoir une carte vitale, et souvent la vie à la rue fait que les gens perdent leurs affaires, et du coup ça devient très très compliqué.
Vous parliez de contamination, surtout d'hépatite C, hein, qui, oui, alors, qui circule beaucoup en ce C'est moment. ça, c'est-à-dire qu'au niveau du VIH, simplement en distribuant des seringues aux personnes, on a vu effectivement baisser les contaminations qui sont passées de près de 50% des nouvelles contaminations à moins de 2% aujourd'hui. Par contre, au niveau de l'hépatite C, on a vu vraiment augmenter aujourd'hui sur Marseille. Parmi les usagers de drogue, on estime qu'il y a 50% des gens qui ont l'hépatite ou ont eu l'hépatite. Il faut savoir que l'hépatite, il y a aujourd'hui un traitement, mais il est quand même assez long et assez cher. Donc pour les gens qui n'ont pas de papier, tout ça, c'est assez compliqué. Mais aujourd'hui, voilà, il y a vraiment notre enjeu, c'est vraiment l'hépatite C, puisque pour l'hépatite C, c'est un virus qui est beaucoup plus résistant. Il faut une quantité infime pour contaminer, contrairement au VIH, qui meurt à l'air libre en quelques secondes. Et du coup, ça nous a amené aussi à travailler nos façons de faire pour aider les gens, au-delà du sida, à essayer de ne pas se contaminer ou se recontaminer à l'hépatite C. Et ce qui nous a amené à aller plus loin dans l'accompagnement, non pas uniquement de distribuer des seringues, mais apprendre aussi aux gens à les utiliser. Et faire vraiment, qu'il y ait un travail vraiment d'éducation pour savoir tous les risques. On en parlait tout à l'heure, hein, de consommer dans un endroit qui n'est pas propre ou avec des mains souillées. C'est une façon de risquer d'avoir un abcès. Or, les abcès, derrière, quand ils sont mal soignés, on sait que ça peut amener des péricardites, des problèmes cardiaques et des gros soucis. Et on sait que quand c'est fait dans des bonnes conditions, à l'hôpital, les gens n'ont pas d'abcès, c'est parce que les conditions sont correctes. Donc en travaillant sur ces conditions-là, les choses pourraient évoluer. Qu'est-ce qu'une salle de consommation à moindre risque changerait dans votre mission ? Alors, une salle de consommation, ça changerait, on a vu pour les usagers, en termes d'un lieu pour consommer, dans des conditions qui soient dignes, un lieu qui soit propre, avec du matériel qui soit propre à chaque fois. Il y a la possibilité d'avoir des conseils pour pouvoir consommer. On disait tout à l'heure les gens qui ont plus de veines. Justement, les veines, c'est un capital veineux. Et ce capital, il peut s'entretenir quand on arrive à faire les choses le plus correctement possible et entretenir son réseau veineux. Donc il y a ces possibilités-là, mais il y a aussi surtout à côté des consommations qui n'auraient pas lieu donc dans la rue, les personnes peuvent rencontrer des soignants, des travailleurs pairs, revenir un peu pour avoir des droits, pour pouvoir se rapprocher, retrouver, être accompagnés quand les gens le désirent, pour pouvoir essayer d'avoir un hébergement, d'avoir un logement, de pouvoir retrouver un travail, de pouvoir avancer par rapport à tout ça. Donc ça, c'est important par rapport aux usagers, mais il faut voir aussi par rapport au quartier. C'est-à-dire qu'actuellement, comme on l'a dit, il y a beaucoup de consommations qui ont lieu dans la rue. Et les personnes, les habitants ont très peu de possibilités de pouvoir faire intervenir quoi que ce soit. En tout cas, n'ont pas d'interlocuteurs quand ils ont des difficultés. Et l'intérêt de la salle de consommation, c'est vraiment pas uniquement le lieu de la salle de consommation, mais l'intervention se passe aussi à l'extérieur de la salle de consommation. Alors, on va en parler justement. Donc, vous avez confectionné, on va dire, un projet. Comment ce projet il se matérialise ? Quelles sont les modalités ? Est-ce que c'est ouvert 7 jours sur 7 ? À quel horaire ? Alors, juste avant, je voudrais quand même préciser que c'est un projet qui ne vient pas d'aujourd'hui. C'est un projet qui a été travaillé depuis 2010. Il avait déjà été déposé aussi en 2019 par rapport à l'hôpital de la Conception. Et puis, il y avait des élections qui approchaient. Et du coup, le projet a capoté. On a réadapté ce projet-là pour pouvoir aller sur d'autres lieux. Du coup, réadapter, ça donne quoi ? Alors, au niveau du projet en lui-même, après la réadaptation, c'est en fonction du lieu dans lequel on souhaite arriver à l'implanter. Déjà, sur les modalités, comment est-ce que c'est ouvert tous les jours ? Combien d'heures par jour ? Ok. C'est un projet, une salle de consommation, ça travaille tous les jours, puisque les usagers de drogue consomment des drogues tous les jours. Donc c'est un projet qui est prévu pour travailler tous les jours de l'année.
dans laquelle il y a 14 salariés. Donc c'est un gros budget, c'est un budget d'1 million d'euros par an pour arriver à faire fonctionner tout ça. C'est ouvert donc 8 heures par jour, 7 heures aux usagers. Après, en fonction du lieu, puisque le lieu n'est pas encore totalement déterminé, on verra en fonction des moments de la journée, des horaires qu'il faudra adapter par rapport à tout ça. Qu'est-ce que eh ben oui, non, c'est pas mal. Vous disiez aussi donc il y a un travail qui est fait autour de la salle, oui, c'est ça? Et c'est ce qui est important aussi, c'est que ce projet, il n'a pas été bâti uniquement par Sud Marseillais. Ont participé à ce projet l'ensemble des Carudes marseillais et l'association Nouvelle Aube aussi, dans laquelle l'idée c'est qu'on puisse mettre en synergie chacune des spécificités de ces associations pour arriver à avoir un projet qui soit à la fois très efficace à l'intérieur de la salle de consommation, mais aussi à l'extérieur, pour essayer de faire en sorte que quand il y a des gens qui consomment à proximité, de pouvoir aller leur conseiller d'aller aller consommer dans la salle, ça sera quand même beaucoup mieux, et la majorité des gens accepteront et voudront aller dans ce cadre-là, quoi. Oui, si vous avez fini sur les modalités. Oui, je pense. Oui, je pense qu'on a fait le tour aussi. J'ai une dernière question. Donc, on parlait de la limitation des risques, mais aussi d'une question de dignité. C'est important pour vous. Oui, c'est sûr. Alors, il y a vraiment cette idée-là de notre position. On fait de la santé publique. Là, c'est vraiment une logique de santé publique et axée sur les droits de l'homme et vraiment dans une logique de dignité des personnes. Et on sait que quand les gens sont dans des mauvaises conditions, quand ils consomment dans des conditions dégradantes pour eux, ça dégrade aussi l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Et plus on a une image de soi qui est dégradée, plus on va être enclin à accepter de prendre des risques pour pouvoir consommer. Et donc, c'est vraiment une logique qui est contre-intuitive par rapport à ce qu'on pourrait penser. On pourrait dire il suffirait qu'ils s'arrêtent de prendre des drogues. Et en fait, l'idée, elle n'est pas là. C'est-à-dire que les drogues, elles sont déjà sur notre territoire et que les drogues, ça fonctionne. C'est quand des gens ont des vies qui sont difficiles, c'est des produits qui aident aussi les gens à passer le cap. Des fois, quand les gens de l'extérieur qui ne connaissent pas ont tendance à dire c'est le problème, et pour nous c'est à la fois le problème et la solution. Et donc l'idée c'est pas de retirer les drogues. Si on enlève les drogues, on sait que ça va se décaler sur d'autres objets. L'addiction, c'est pas uniquement les produits, c'est aussi des pratiques. Et on sait que quand les personnes sont centrées sur une seule source de plaisir, eh bien, ça se réduit de plus en plus, et au bout d'un moment, on arrive dans des situations qui sont très difficiles. D'où l'intérêt de rencontrer les gens le plus tôt possible dans leur trajectoire de consommation pour pouvoir les aider et les amener à gérer le mieux possible ces consommations et faire en sorte que dans leur trajectoire de vie, ça puisse être un plus ou quelque chose qui ne soit pas trop quelque chose qui les tire vers les bas, plutôt quelque chose qui fait vraiment changer la trajectoire ou en tout cas amène à une vie qui est beaucoup plus difficile. Et c'est à ça que pourrait servir une salle de consommation. J'ai une dernière question. Est-ce que, selon vos informations, on a une date et un lieu ? Ouais. Alors là, on sent vraiment, c'est vrai que ce projet, il a été mis effectivement par le Printemps marseillais dans le programme de campagne. On sent, parce que nous aussi, on commence à remuer aussi en disant il faut absolument qu'on accélère là-dessus, et on sent que la mairie est en train vraiment de se donner les moyens d'arriver à trouver des solutions là-dessus. Néanmoins, sur l'ensemble des acteurs, on voit qu'il y en a qui ne connaissent pas forcément le sujet, d'autres qui ne veulent pas trop le connaître. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'arriver à faire comprendre aux politiques que c'est pas parce qu'ils vont mettre en place une salle de consommation qu'ils ne seront pas réélus. A priori, dans tous les endroits sur Paris et sur Strasbourg où il y a eu ce type de salles qui ont été mis en place. Les élus qui l'ont mis en place ont été plébiscités la fois d'après parce que c'est une solution pragmatique qui fonctionne et qui est une réponse autre que juste de dire on va mettre les gens en prison ou à l'hôpital alors qu'on sait que les consommations ne cessent d'augmenter sur notre territoire. Et à un moment, c'est une solution. Alors, ce n'est pas la solution, mais c'est une partie de la solution pour l'usage de drogue, pour le public en grande précarité. Encore une fois, la salle de consommation, ça ne s'adresse pas aux gens qui ont des appartements, ils vont préférer le faire chez eux, dans leur appartement. Par contre, pour tous les gens qui vivent dans la rue ou qui vivent dans des endroits avec dans des foyers d'hébergement où ils ne peuvent pas consommer sur place au risque de se faire exclure, du coup, ça pourrait vraiment répondre à un besoin là-dessus.
Ouais, hein, donc pour les plus précaires, donc un projet qui est ficelé, mais qui bloque, si je vous écoute, à un niveau plus haut, à un niveau il y a des politiques qui, pour l'instant, refusent encore de nous rencontrer. Voilà, donc pour dire les choses, mais on garde espoir et on pense que ça va se faire. Alors, on est en train de travailler sur la zone pour pouvoir l'implanter, parce qu'on sent qu'il y a des blocages, et l'idée, c'est pas d'aller faire des manifestations devant chez les gens qui ne veulent pas nous voir, parce que l'idée, c'est qu'on travaille ensemble. Et donc, il faut qu'on arrive à convaincre, et ça prend du temps. Merci Stéphane Akoka Merci. d'être venu ce soir. En décembre 2022, des rencontres internationales de la réduction des risques ont eu lieu ici, à Marseille, au sein même de l'hôtel de ville. Sur le programme, on pouvait lire « Marseille s'engage, Marseille agit ». Le but de ces rencontres était clair. Lutter contre le tout répressif, contre les inégalités d'accès à la santé et faire preuve de courage politique. En 2020, Michèle Rubirola a été élu maire de Marseille avant de laisser son siège pour celui d'adjointe à la santé. Lors de ces rencontres, elle s'est exprimée sur le sujet de la salle de shoot et elle a dit « Une salle de consommation ouvrira ses portes en 2023 à Marseille ». Elle devait être présente ce soir, mais le drame de la rue de Tivoli a bousculé son agenda et ses prérogatives, et on le comprend. J'avais, en préparant cette enquête, pris le temps de la rencontrer pour lui poser des questions. Elle a accepté de répondre face caméra, et on va regarder tout de suite ses réponses. Pour moi, c'est impératif que ça ouvre en 2023. Donc, il faut qu'elle ouvre en 2023. C'est pas un projet de fin de mandature. Pourquoi? Parce que je sais que ce projet marche. L'INSERM a démontré que ça marchait, donc ce n'est pas des postures idéologiques qui disent que ce projet marche et ce projet est nécessaire, mais il faut que la population en soit persuadée et en ressente les effets positifs. Donc c'est pour ça qu'il faut que ça se fasse le plus rapidement possible. C'est un peu compliqué puisque d'après les experts, d'après les associations, et puis j'en suis convaincue, il faut trouver le lieu là où les consommateurs sont. Donc c'est le centre-ville de Marseille. Le cahier des charges nous impose quand même un lieu de 400 mètres carrés avec à l'intérieur parce que pour éviter les nuisances, parce que si les consommateurs viennent avec des chiens, s'ils ont envie de fumer la cigarette, puisque fumer la cigarette, c'est un paradoxe, mais on peut s'injecter, on peut inhaler, mais on ne doit pas fumer à l'intérieur des locaux. Donc pour éviter toute nuisance sur l'espace public, on préférerait qu'il y ait un jardin intérieur, une cour intérieure. C'est un petit peu compliqué à trouver au centre-ville de Marseille. Je pense que quand on a trouvé le lieu idéal, après, on fait le forcing pour avoir toutes les autorisations nécessaires. Voilà. On a l'autorisation des mairies centrales et ensuite, quand on a le lieu idéal, il faudra aller voir la mairie de secteur pour que ce lieu aussi soit idéal pour la mairie de secteur. Voilà, c'était donc Michèle Rubirola, adjointe à la santé de Marseille. Peut-être que je dois vous dire que quand elle parle du centre-ville, elle parle plus précisément du 1er arrondissement. Elle a d'ailleurs visité 2 lieux dans le 1er arrondissement, sur lesquels ils envisagent de mettre des containers aménagés, comme c'est le cas à Genève, on va le voir tout de suite à l'écran. Selon nos informations, la mairie centrale a échangé avec la mairie de secteur à ce sujet. Il faut savoir que l'accord de la mairie de secteur est indispensable pour ouvrir une salle de consommation à moindre risque. Alors on ne connaît pas la teneur exacte de ces échanges, mais je suis allée poser la question directement à Sophie Camard, qui est la maire du 1er arrondissement. Elle ne s'y attendait pas forcément, c'était le mois dernier lors d'une réunion publique, et on écoute sa réponse. Je travaille sur la salle de consommation à moindre risque. Et donc on m'a dit qu'il y avait un lieu, voire 2, mais surtout un qui était positionné dans le 1er arrondissement. Non. Il n'y a aucun lieu pour l'instant qui... Lequel?
400 mètres carrés, un terrain sur lequel pour l'instant il n'y avait aucun aménagement, qui avait plutôt vocation sur lequel on pourrait poser des containers pour faire des structures. Non. Alors en plus, cette histoire de containers, je trouve ça complètement indigne d'un projet comme ça. Moi, les projets que je connais, c'est adossé à l'hôpital et... Vous parlez du projet de l'ancienne municipalité qui était porté par M. Padovani, qui était adossé à la PHM. J'ai lu un projet d'une centaine de pages, qui était bien foutu d'ailleurs, avec la PHM, un foncier identifié vers la conception. Là. Résultat des courses, en fait, ça refait le tour de la Terre, cette affaire. Vous n'avez pas eu de discussion avec la mairie centrale sur je sais qu'ils cherchent, mais en particulier. Si c'est pour me dire on met des toxicomanes dans des containers, c'est de la folie, quoi. Pour vous, il n'y a pas de lieu qui pourrait accueillir ce genre de structure dans le premier arrondissement. Et moi, je pense que, en fait, en plus, c'est pas sérieux, quoi. Il y a des endroits où on fait ça. Je crois que c'est à Genève qu'il y a une structure comme ça avec des containers aménagés de manière. Alors, si le débat c'est de comparer Marseille et Genève, Marseille n'est pas Genève. Donc on va se calmer. Est-ce qu'il n'y a pas un peu aussi un manque de courage politique de votre part? C'est souvent le problème sur ce projet-là, de salle de consommation à moindre risque. On dit oui c'est bien, mais en fait pas chez moi, personne veut l'accueillir et ça fait des années, en tout cas à Marseille, que le projet est repoussé. Non, ils ont qu'à présenter un projet crédible. Voilà. Et puis, je sais pas, la ville est grande. En tout cas, pas dans le premier arrondissement. En tout cas, moi, je ne vois pas où est-ce qu'on peut les mettre dans le premier arrondissement. Si vous avez un foncier, faites-moi signe. Voilà. Waouh. C'était Sophie Calma, la maire du premier arrondissement. Incroyable. Je suis aussi allée voir les CIQ. Alors, les CIQ à Marseille, ce sont les comités d'intérêt de quartier. Ce sont des associations qui représentent une partie des riverains. Ces associations ont beaucoup de poids puisqu'elles dialoguent régulièrement avec les élus locaux. On écoute Michel Coulange, qui est le président de la fédération des CIQ du premier arrondissement. Je pense que les habitants ont cette crainte, c'est que si y a une salle de shoot qui s'installe dans le quartier, ça incite justement des personnes droguées à venir plus, ça peut les concentrer dans le quartier. J'ai 9 CIQ avec moi. Je pense que j'ai les propos les plus modérés possibles, parce qu'il y en a d'autres qui risqueraient d'être plus violents par rapport à ces choses-là. Finalement, est-ce qu'on ne dit pas dans ce projet-là toujours, oui, le projet en lui-même, théoriquement, il est bien, mais en fait, pas chez nous, à côté. Ah oui, ça c'est quelque chose qu'on entend très souvent, c'est absolument certain. C'est un peu ce que vous dites aussi là. Moi, l'argument que j'apporte par rapport au premier arrondissement, comme je le ferai aussi pour le troisième, mais je ne suis pas concerné par le troisième, c'est la densité. La densité d'habitation qui fait qu'il n'y a pas l'espace de respiration autour du lieu pour qu'il ne soit pas une perturbation pour le quartier. Ce qu'on cherche, et je pense que Mme Camard aussi dans cette même logique, c'est trouver des mètres carrés pour pouvoir planter des arbres. Et le problème, c'est que si on trouve un espace de 400 mètres carrés, la priorité des priorités, c'est de mettre un espace vert. Voilà, c'est ce qui me paraîtrait nécessaire. Vous pensez que c'est plus important? Alors j'entends l'argument écologique, c'est un argument qui nous concerne tous, mais vous pensez... Qui nous concerne tous, et qui concerne aussi la mairie dans son orientation aussi. Et vous pensez que c'est plus important aujourd'hui de planter des arbres à cet endroit-là plutôt que peut-être sauver des vies finalement? On ne peut pas le dire comme ça. Voilà, donc c'était Michel Coulange, qui est président de la fédération des CIQ du premier arrondissement. Et après l'avoir rencontré, je suis allée poser la question directement aux riverains, vers les réformés, vers la gare Saint-Charles. Je leur ai demandé s'ils étaient favorables ou non à l'ouverture d'une salle de consommation à moindre risque dans leur quartier. On écoute leur réponse. Je pense que c'est bien en fait. De toute façon, c'est un quartier où les gens consomment. Moi, je les vois clairement depuis ma fenêtre se shooter sur les justement rebords, l'encadrement de portes, etc.
Donc non, je pense qu'au contraire, ouais, c'est nécessaire. Ouais. Moi, je suis plutôt contre, même totalement contre. Ici, il y a suffisamment de délinquance sans en plus ramener d'autres délinquants, etc., qui perturbent l'ordre public. C'est très bien peut-être de le faire comme ça, mais pas ici, quoi. Moi, je suis plutôt pour, parce que je trouve que c'est bien qu'il y ait des passerelles pour essayer de quitter la drogue et passer à autre chose. Je sais que c'est long, que c'est difficile, mais il faut qu'il y ait un bon encadrement. Non, j'ai pas peur que ça dégrade le quartier. C'est un quartier qui est à la limite de la grande bourgeoisie ici, mais c'est aussi à la limitrophe avec un quartier pauvre. Et je trouve ça bien. Voilà. Je suis pour, si ça peut éviter des dégâts, des gens qui sont à la rue, des gens qui font n'importe quoi. Si c'est régularisé sérieusement, bien sûr que je suis pour. Mon avis est partagé là-dessus, parce que je considère que c'est à la fois une bonne chose que les gens puissent se piquer, mais tranquillement, sans danger pour eux. Mais en même temps, cela peut attirer une population qui est susceptible de causer des problèmes dans le quartier. C'est ce qui se passe à Paris, apparemment, d'après ce que j'ai compris. Je trouve ridicule de laisser des gens dehors. Je suis pour, à 100%. Je suis tout à fait contre ce genre de regroupement, d'associations, de rencontres. Les rencontres, oui, mais pour éduquer les jeunes à ne pas utiliser ce genre de drogue ou d'addiction ou de ce qu'on appelle. Moi, j'écoutais à mon âge, je n'ai pas pratiqué et j'espère même. J'espère arriver jusqu'au bout. Mais moi, je suis contre tout ça. Non, il y a tant d'autres activités à faire que de consommer. Il y a plein d'autres activités. Voilà, vous avez entendu des réponses diverses et variées et souvent peu informées. Le mois dernier, la Fédération Addiction, qui comprend 10 associations, dont ASUD, a écrit un courrier à Jérôme Salomon, le directeur général du ministère de la Santé. Dans ce courrier, les associations demandent, entre autres, que les mairies concernées par des projets de salles de consommation à moindre risque n'aient pas de droit de veto. Cette modification, dit-on dans la lettre, permettra à l'État de retrouver la responsabilité qui doit être la sienne dans la création de dispositifs de santé. Pour l'heure, cette lettre est restée sans réponse. Allemagne, Australie, Canada, Danemark, Espagne, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Suisse, en tout, 9 pays disposent de salles de consommation. Cela représente à peu près une petite centaine de salles. C'est peu à l'échelle planétaire. Surtout que le dispositif a eu le temps de faire ses preuves depuis 1986 et l'ouverture de la première salle en Suisse. En France, je le disais, nous avons donc 2 salles, une à Paris et une à Strasbourg. Les 2 salles ont le statut d'expérimentation. Et qui dit expérimentation, dit bilan. En 2021, l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, a publié un rapport sur les salles de shoot à Paris et à Strasbourg. Ce rapport est divisé en 3 volets. Le premier vise à comparer le quotidien, les pratiques des usagers de drogue qui fréquentent les salles de consommation avec celui de ceux qui vivent dans des villes où il n'y en a pas, comme à Bordeaux et à Marseille. Le deuxième volet est économique et enfin, le troisième est une recherche sociologique qui cherche à étudier l'impact de la salle de consommation sur la tranquillité publique. Perrine Roux est chercheuse à l'INSERM, elle fait partie des équipes qui ont mené ces études. Elle est présente ce soir et je l'invite à me rejoindre. Perrine Roux, donc bonjour. Bonsoir. Bonsoir, oui plutôt. Je le disais, vous êtes donc chercheuse à l'INSERM, spécialiste des questions liées à la drogue, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Vous avez participé à l'étude que je viens de citer et plus particulièrement au volet qui concerne la santé des usagers. Alors, déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la méthodologie de vos recherches? Donc oui, effectivement, je suis donc directrice de recherche à l'INSERM depuis peu sur ces questions-là, donc c'est important parce que voilà, ça donne aussi une légitimité à ces recherches.
Et donc j'ai coordonné les 2 volets donc sur l'épidémiologie, l'impact sur la santé des personnes et le volet économique. Donc la méthodologie, c'est une méthodologie complexe qui a pris beaucoup de temps. Hein. C'est une étude qui a duré 5 ans, qui a consisté à suivre donc, 665 personnes qui injectent des drogues et dans 4 villes, donc qui ont été recrutées dans des villes où les salles de consommation existaient, donc Paris et Strasbourg. Et pour avoir un groupe de comparaison, on a également recruté des personnes qui se trouvaient à Bordeaux et Marseille, dans des villes où les salles n'existent toujours pas. Et donc, ça nous a permis de pouvoir étudier l'évolution de certains critères de santé et de tranquillité publique en lien avec les consommations. Alors, on va développer les 3 volets. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire quel constat vous faites sur les pratiques des usagers en fonction qu'ils fréquentent ou pas, sur les pratiques et la santé des usagers en fonction qu'ils fréquentent ou pas une salle de consommation? Donc, dans ce projet, en fait, on a posé plusieurs hypothèses en lien avec ce qui a été expliqué précédemment. Et c'est plus qu'un lieu où les personnes injectent, c'est un lieu où elles vont recevoir des services qui répondent à leurs besoins. C'est un lieu avec donc plus propre et donc du matériel. Voilà, le matériel stérile, un accès aux soins et aux services, aux droits de santé. Et donc, ces données ont permis de montrer que le groupe qui était exposé à la salle de consommation avait une réduction des pratiques à risque de transmission du VIH et de l'hépatite C. Donc, c'est des pratiques d'échange de matériel usagé. Mais également une réduction des abcès, une réduction des overdoses, donc, et puis une réduction... Alors, voilà, c'est un critère qui est aussi important, le passage aux urgences, qui montre aussi que ces personnes sont prises en charge plus tôt que des personnes qui n'auraient pas accès à ce dispositif. Donc là-dessus, ça a l'air assez clair. En ce qui concerne l'ordre public, est-ce qu'il est dégradé avec l'ouverture d'une salle de consommation? Donc ces questions-là, en tout cas, ont permis on a également étudié, même si ça avait été déjà démontré au Canada, que ça permettait de réduire les délits, mais on a pu confirmer ces données-là. Donc une réduction des délits chez les personnes qui fréquentaient ce dispositif et une réduction également de l'injection dans l'espace public, puisque c'est la vocation première de la salle qui permet d'éviter que les personnes injectent dans la rue. Alors je crois que c'est peut-être pas le cas surtout pour Paris, mais Paris, il y a une donnée différente qui est le crack. Alors le crack, c'est vrai que on avait dans les 4 villes des consommations un peu spécifiques. Paris est inondé par le crack, hein, vraiment. Ça a été d'ailleurs, je pense, une donnée qui a apporté beaucoup de flou dans l'impact de la salle de consommation, parce que la salle ne répondait pas directement aux fumeurs de crack, mais plus aux personnes qui injectent des produits. Et donc, malgré cette situation-là, on a pu démontrer donc, des effets positifs de la salle, même et surtout chez les personnes à Paris. Alors, vous le disiez, vous avez travaillé aussi sur des usagers qui sont à Marseille, qui vivent à Marseille, où il n'y a pas de salle de consommation à moindre risque. Est-ce que vous avez noté des besoins particuliers? Alors, on a pu conduire, donc un peu dans le prolongement de cette étude Cosinus, donc l'étude nationale, avec les acteurs locaux, avec Sud Marseillais, avec Nouvelle Aube. On a proposé un projet pour documenter l'injection dans l'espace public et pour essayer de comprendre un peu la situation des personnes qui injectent dans la rue. Et donc, on a proposé ce projet EPOSIM, donc enquête préliminaire à l'ouverture d'une salle d'injection à Marseille, qui a été coordonnée par Marie, qui est ici sociologue, et voilà, qui a réalisé une étude sociologique vraiment intéressante, qui aujourd'hui est publiée dans une revue internationale. Et j'ai oublié de dire que l'enquête Cosinus aussi a été publiée dans une International Journal of Epidemiology. Donc, pour vous dire que les travaux menés à Marseille sur la situation nationale est reconnue à l'échelle internationale et dans la communauté scientifique. Et donc cette enquête EPOSIM a consisté à donner des appareils photo aux personnes qui injectent pour documenter l'injection dans l'espace public. Et donc on a eu des résultats vraiment intéressants qui permettent de montrer en image ce qu'est l'injection dans l'espace public. Vous nous avez transmis quelques photos qu'on peut voir là.
Voilà, donc là, voilà, bon, il y a donc le parking qui est revenu chez beaucoup d'usagers de l'enquête qui ont pris en photo évidemment les parkings puisque c'est le lieu principal où les personnes injectent. Les toilettes publiques qui sont fermées mais qui sont également un endroit où les personnes injectent. Alors au-dessus parce que c'est fermé, donc elles ont pu exprimer aussi le besoin de toilettes publiques mais aussi de salles de conso. Et puis cette photo qui est aussi très révélatrice de ce que les usagers peuvent mettre en place pour pouvoir se préserver, en tout cas préserver leur santé. C'est un sac de matos, donc de matériel stérile, en nombre, puisque c'est en général pour dépanner les autres usagers. Et donc ça montre un peu aussi la contradiction entre des politiques publiques qui donnent accès à du matériel stérile, mais à côté de ça, des lieux qui n'existent pas pour que les personnes puissent injecter dignement. Donc voilà, c'était un peu les résultats de cette enquête qui sont vraiment importants pour les usagers et pour nous. Alors votre étude comporte aussi un volet économique. Est-ce que c'est rentable pour la société d'ouvrir une salle de consommation à moindre risque? Alors on n'est pas sur un bien rentable, mais en tout cas on est sur un bien qui est dit coût efficace aux yeux de la Haute Autorité de Santé. Les salles de consommation, comme tout autre traitement qui a été évalué par des économistes, ont démontré qu'au regard des coûts évités grâce aux bénéfices sur la santé des personnes, les coûts nécessaires à la mise en place d'un dispositif sont tout à fait acceptables pour la société. Perrine Roux, merci beaucoup pour le bilan de cette expertise. Marseille, du fait de sa situation portuaire, a une histoire particulière avec la drogue, ceux qui la vendent, ceux qui la consomment. Elle a aussi, nous l'avons vu, une histoire particulière en matière de réduction des risques, et ce, grâce à la détermination de certains. Non pas des pouvoirs publics, des acteurs institutionnels que nous connaissons, mais grâce à des acteurs locaux, de terrain, des associatifs, des militants, des humanitaires, des médecins aussi, qui ont su sortir des cadres pour sauver des vies. On peut citer à Sud, le bus 3132, Médecins du Monde, Nouvelle Aube, mais aussi des personnalités telles que Béatrice Tamboul, psychiatre, décédée il y a peu, ou encore Jean-François Mattei, médecin, député et ancien ministre de la Santé. Dans les années SIDA, Marseille a été un exemple. Elle a su montrer à l'échelle planétaire, elle a su montrer à l'échelle nationale, déjà c'est bien. Elle a su montrer l'exemple. Elle a inventé sa propre façon de faire. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Marseille verra-t-elle, comme la municipalité actuelle s'y est engagée, une salle de consommation à moindre risque ouvrir ses portes? Ou les pouvoirs publics, au premier rang desquels la mairie de secteur, vont-ils une fois de plus détourner le regard quand il s'agit d'addiction? Marseille saura-t-elle faire preuve de lucidité et de progressisme? Ou continuera-t-elle de représenter cette société qui ignore une partie de ses concitoyens? Lors de cette enquête, un membre associatif m'a dit aujourd'hui, à Marseille, on donne des seringues à des gens qui vont mourir entre deux voitures. On a le sentiment d'avoir raté quelque chose.